Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes le député Europe Écologie Les Verts de Paris et puis vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Enfin, peut-être plus pour longtemps, vous allez nous le dire dans un instant. Mais je voudrais évidemment qu'on revienne sur cet été de tous les extrêmes. Pour vous, ça doit être, je vous cite, un choc de conscience. Et vous avez un certain nombre de solutions choc, justement. Vous allez nous les développer. Interdire la chasse, interdire les jets. Et puis vous allez nous parler aussi de votre entrée politique. Interdire les jets, après effectivement cet été de choc d'incendie et de sécheresse, c'est vraiment pour vous la première réponse concrète à donner? C'est une des mesures. Disons que, vous l'avez dit, cet été, je crois vraiment, a marqué l'opinion. On a vécu dans notre chair le dérèglement climatique. Ça y est, il est engagé. Il n'y a plus de doute possible. C'est les canicules, c'est les sécheresses, c'est les méga-feux, c'est les inondations qui suivent. Et je crois que ça a aussi marqué un aspect très fort que nous dénonçons les écologistes depuis longtemps, c'est les inégalités. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Vous savez, il y avait ces centaines de villages qui n'avaient pas d'eau potable, pendant que les golfs étaient arrosés avec de l'eau potable, pour que les avant que ça s'arrête, avant qu'ils aient l'interdiction. Comme... Oui, mais ça illustre le fait qu'en fait, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et on demande énormément d'efforts à la population. Et j'ai envie de dire les terriens, les 99%. Là, les terriens, c'est nous? Oui, les terriens, c'est nous. On fait tous des efforts, on essaye de trier, de réduire la part de viande, de faire attention à la consommation d'électricité. Et vous avez ces ultra riches, ces milliardaires, qui multiplient les vols caprices en jet privé. Vous savez, les Paris-Genève, Paris-Londres. Vous pourriez le faire en train, ou les Paris-Nice qui pourraient faire en avion. Et donc, ça pollue énormément, ces jets. Alors attention, ça pollue énormément, comme vous dites. Quand on regarde vraiment les chiffres, le trafic aérien, d'abord, c'est 3% des émissions mondiales de CO2. Je donne les chiffres aujourd'hui. Le trafic aérien, 3% des émissions mondiales de CO2. Et les jets, c'est 17% de ces 3%. Et c'est pas non plus considérable. En fait, ces vols, c'est surtout symbolique. Ils polluent 10 fois plus qu'un vol classique. Et je crois vraiment qu'il faut mesurer le fait qu'on demande beaucoup d'efforts à la population. Et ces efforts, ils sont nécessaires parce qu'on n'a pas écouté les écologistes pour prendre le virage de la transition écologique. C'est 30 ans d'inaction, malheureusement. Mais 17% des 3% d'émissions de CO2, avouez que c'est quand même assez symbolique. C'est aussi une mesure symbolique que vous voulez faire. Je prends un exemple. Quand il y a trop de pollution, les enfants ne peuvent pas sortir dans les cours des récrés parce que c'est trop pollué. Interdiction de sortir. Quand c'est trop pollué, on interdit à des voitures de circuler. Et pendant ce temps-là, les jets, ils peuvent encore décoller et atterrir. Comment voulez-vous convaincre la population de faire des efforts si les ultra-riches en sont complètement exemptés, vraiment complètement hors sol? Moi, ce que je propose, c'est d'étendre l'interdiction. Mais quand vous dites ultra-riches, on va rentrer dans le détail d'ailleurs sur comment est-ce que vous pourriez mettre en place cette interdiction. Mais vous pensez aussi aux footballeurs, vous pensez aussi... est-ce que ça veut dire qu'il faut réinventer la manière de se déplacer quand vous passez d'un stade à un autre pour la Ligue 1 Mais d'ailleurs, ça a été évoqué par certains journalistes. Je pense qu'effectivement, quand vous faites Paris-Bordeaux en avion, vous pourriez le faire en train. C'est d'ailleurs une loi qui est passée qui dit interdiction de l'avion pour le kidam moyen, pour les Français en avion, quand vous pouvez le faire en train. Mais si vous avez de l'argent et que vous êtes ultra riche, on parle de milliardaires, alors vous pouvez le faire en jet privé. Il y a une vraie inégalité et donc il s'agit d'étendre cette interdiction. Si vous voulez, faire la transition écologique nécessite que tout le monde y mette du sien. Et si les super riches, les super pollueurs bénéficient de super dérogations, on ne pourra pas s'en sortir. Ça veut dire quoi concrètement? Si il y a la possibilité de faire le trajet en jet par des voies de vol classiques ou par le train, vous interdisez le jet ou est-ce que vous interdisez tout court? On interdit s'il y a une alternative. S'il y a une alternative. Et notamment, on pense bien sûr au train, évidemment, pour un Paris-Bruxelles, évidemment. Ou ça veut dire qu'il n'y aura plus de jet pour faire Paris-Bruxelles? Ou en avion, s'il n'y a pas pour un Paris-New York, évidemment, c'est plutôt en avion, évidemment. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il faut limiter ces vols caprices. Il y a des vols, c'est le compte iFly-Bernard, par exemple, sur Twitter. Mais ils peuvent passer d'un avion à un autre. C'est-à-dire que s'il y a un vol, c'est-à-dire qu'en gros, vous interdisez le jet privé, mais vous n'interdisez pas l'avion tout court. On ne peut plus tolérer que des personnes crament en quelques vols par semaine l'équivalent de votre consommation, à vous et moi, de Français moyens, sur 50 ans. Ça n'est plus possible. Votre problème, Julien Bayou, c'est l'écologie ou c'est les riches? La question, justement, de cet été, a montré que l'écologie était une question profondément liée aux inégalités. Je parle des jets privés, mais on pourrait parler des méga-yachts. À Marseille, les fumées des méga-yachts, qui les respire? C'est les habitants des quartiers populaires des Corniches. Il y a un lien profond, inextricable, entre écologie
et inégalité. Et malheureusement, quand ce gouvernement n'agit pas, par exemple, ne développe pas massivement la rénovation thermique, eh bien, c'est les plus vulnérables qui en pâtissent. C'est les plus vulnérables, les seniors isolés, qui ont le plus souffert de la canicule dans des appartements mal isolés. Où est-ce qu'on va s'arrêter dans les inégalités? Alors, évidemment, c'est flagrant entre quelqu'un qui prend un jet et le français lambda. Mais est-ce que demain, vous n'allez pas interdire les piscines privées? Est-ce que demain, vous n'allez pas mettre la limite, interdire les clims, purement et simplement? Où est-ce qu'on met la limite? L'enjeu, c'est l'adaptation. En fait, les écologistes alertent depuis longtemps. Et moi, je pense que pour les années qui viennent, on doit changer de statut, changer de rôle. De lanceur d'alerte à alerter sur le dérèglement climatique qui allait venir pour protéger les générations futures. C'est fini ce temps-là, parce que malheureusement, le dérèglement climatique, il est engagé. On l'a vu, ça y est, c'est plus des incendies au loin en Amazonie ou au Congo. C'est maintenant, c'est désormais dans les Landes et même au Mont d'Arrée en Finistère. Donc la prise de conscience est là. L'enjeu, c'est de préparer. Et ce matin, tout le monde en parle. Mais je vous repose la question très clairement. Et maintenant, à plus d'une manière, il est temps d'agir. Alors, est-ce que agir, Julien Bayou, on va parler de politique, mais ne parlez pas de politique, je vous parle des Français. Il y a des Français qui ont réussi à mettre de l'argent de côté, à acheter une piscine. Est-ce que demain, là, c'est pas forcément des méga riches, est-ce que demain, vous dites, s'il y a trop de sécheresse, on ira, pourquoi pas, jusqu'à interdire des piscines privées? Mais vous comprenez que c'est l'absence d'action sur l'écologie qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser l'eau. Donc vous ne me dites pas non? Je ne vous dis pas non, je vous dis potentiellement, on pourrait interdire demain, si c'est nécessaire, les piscines privées. Si vous me permettez, l'enjeu, c'est de réparer les effets du dérèglement climatique, d'en atténuer les effets prochains et de préparer le pays. Il faut un vaste plan d'adaptation. C'est ça l'enjeu. Le climat est devenu une question de sécurité nationale. On l'a vu avec la situation des pompiers, où en gros, pour éteindre des feux, on en est réduit à dépendre de la solidarité européenne. Et heureusement qu'il y avait des Autrichiens, des Polonais pour nous envoyer des pompiers pour éteindre ces feux. Et il y a eu une solidarité européenne importante. Enjeu de sécurité nationale. Et ce gouvernement et les précédents n'ont rien fait. Si vous me permettez... Vous avez apporté un schéma, alors c'est toujours compliqué pour ceux qui nous écoutent sur RMC, mais c'est l'évolution des effectifs des principaux opérateurs qui contribuent à l'adaptation. C'est Météo France, les agences qui préparent, les agences qui nous aident à anticiper. C'est Météo France, regardez, moins 20%. Comment vous voulez qu'on puisse correctement anticiper? Et de moins 600 personnes, voilà. C'est le Conservatoire du littoral, c'est les agences de l'eau. Comment vous voulez anticiper la sécheresse? Ça veut dire que Julien Bayou, vous vous dites que par exemple, quand Météo France a eu du mal à anticiper et n'a pas anticipé les orages, par exemple de la Corse qui ont fait 5 morts, vous dites c'est pas la faute de Météo France, c'est la faute du gouvernement. On a besoin d'anticiper. Quand vous avez l'Office national des forêts qui perd 15-20% de ses effectifs. Comment voulez-vous qu'on puisse préparer sereinement les prochains incendies? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, au fond, avec ses baisses d'effectifs, a une responsabilité, à vos yeux, dans, y compris, les drames climatiques qu'il y a pu y avoir et les conséquences sur les vies humaines? Lourde responsabilité. Parce que les précédents gouvernements, il y a 20 ans, Jacques Chirac revenait de Johannesburg, il avait dit « la maison brûle et nous regardons ailleurs », si vous vous souvenez, et il n'avait rien fait. Mais on était au temps de la sensibilisation. Nicolas Sarkozy, 2007, le Grenelle de l'environnement, n'avait finalement débouché sur rien. On était au temps de la sensibilisation. Aujourd'hui, la sensibilisation, c'est derrière nous. Je disais, le rôle des écologistes, lanceurs d'alerte, est révolu. Vous n'êtes plus lanceur d'alerte, vous êtes là désormais pour agir. Le climat, les inégalités, l'anticipation, l'adaptation. Ce gouvernement fait tout le contraire. Il n'agit pas contre le dérèglement climatique, il favorise les inégalités. Il a baissé les impôts pour les plus riches pendant qu'il laisse 8 millions de Français à l'alimentaire. Quand vous dites la question des inégalités... Mais vous voyez, ce schéma résume tout. C'est pas qu'il ne prend pas de décision, il en prend des décisions néfastes pour notre avec la suppression de ces effectifs. Donc, Julien Bayou, pardon, je vous repose la question parce que je n'ai pas très bien compris. Les jets, ça on a bien compris. Pour vous, on interdit quand il y a une alternative, c'est-à-dire avion ou train, ça c'est très clair. Quand je vous ai posé la question sur les piscines, est-ce que ça pourrait être donc la prochaine étape, c'est-à-dire se dire s'il y a un cas de sécheresse, on interdit les piscines privées? Mais ça, c'est une question d'intervention en dernier ressort. Ce que nous voulons, nous, les écologistes, c'est proposer... Mais ça fait partie des projets éventuels. Ce que nous voulons, nous, c'est notre rapport à l'eau. Éviter, par exemple, les gaspillages. Quand Lyon, Bordeaux mettent en place la régie municipale de l'eau, c'est pour permettre... avec des maires écolos. Avec des maires écologistes, bien sûr. Pierre Urmic à Bordeaux, Grégory Doucet à Lyon. C'est pour permettre aux plus vulnérables d'avoir accès à l'eau. C'est un bien commun absolument fondamental et nécessaire. Mais c'est aussi une manière de lutter contre les immenses gaspillages de Veolia et des autres, en fait. Julien Bayou. On perd 1 litre sur 5.
1 litre sur 5 aujourd'hui. C'est un gaspillage immense. Donc ça, ce sera une des grandes luttes. Et bien sûr. Et un des chantiers l'eau a un importants. accès Julien Bayou, fondamental. on interdit les jets, vous avez évoqué les yachts, peut-être demain les piscines. On interdit la chasse? Oui, là c'est un enjeu de moratoire. Évidemment, la faune, le vivant a été perturbé comme jamais en fait dans le pays par les Alors, incendies. C'est pas l'année de tous évidemment. les records en termes d'incendies cet été en France. Record Et pour de le niveau de sécheresse. l'Europe, hein, mais pas seulement pour Mais la de France. sécheresse, de feu partout, dans les Hauts-de-France, dans le Finistère, et de stress hydrique. Et donc, en fait, en gros, on a une faune qui a fui les incendies, qui a cherché à s'hydrater dans des mares qui se sont asséchées, des cours d'eau au débit réduit. Ça pose des problèmes de reproduction. Et là, la chasse redémarre. La chasse au sanglier, et à partir du 15 août, la chasse à courre à l'encontre des cervidés. Vous dites quoi? En pleine période de On reproduction. fait une pause d'1 an? Pause. Voilà, pitié, pause. Il fut un temps où les chasseurs s'étaient payés du greenwashing et des grandes campagnes de communication à dire qu'ils étaient les premiers écologistes de France. On a compris qu'en fait, c'était pas vrai, mais là, pitié, quoi. La faune implore une pause dans cette pratique de chasse. À cela, cruelle. les chasseurs, Willy Schran était mon invité ce matin sur RMC, ils répondent que eux connaissent le territoire, que certains, notamment, je pense à la région qui a été la plus touchée en Gironde, ont déjà décidé de repousser l'ouverture Voilà, de la chasse. Est-ce que vous pourriez pas faire confiance territoire par territoire plutôt que de faire une interdiction générale sur l'ensemble du pays? La chasse à court redémarre le 15 septembre. Nous demandons que ça s'arrête. En pleine période de brame, en pleine période Mais de toute façon, de vous demandiez reproduction la même des chose l'année cervidés. dernière, Oui, avant cet été. Je crois que c'est un test. Hmm. Parce que nous, évidemment, Mais on donc ça veut dire que ça n'a pas grand-chose à nous, voir on rabâche. dans votre Et je point de vue. rabâcherai tant que c'est nécessaire. Le climat, le dérèglement climatique est engagé. L'effondrement de la biodiversité est engagé. Oui, il faut En un fait, ce que moratoire vous sur la voulez, chasse. c'est pas une pause, c'est une interdiction. Bien sûr. C'est la fin de la chasse. Bien sûr. Et à commencer par un moratoire. Je le redis, si les chasseurs disent et veulent démontrer qu'ils sont attachés à la biodiversité, qui posent le fusil, qui viennent au contraire distribuer de l'eau, vous voyez, Vous n'avez pas qui l'impression viennent de au vouloir secours tout de la faune. interdire quand même, Julien Bayou? Quand on vous écoute, vous rajoutez à chaque fois dans la liste des courses des interdictions une ligne, quoi. Mais c'est justement parce que c'est l'urgence commande. C'est parce qu'on n'a pas écouté les écologistes, mes prédécesseurs avant moi, qui alertaient sur le dérèglement qui vient. Mais plutôt que d'interdire, est-ce qu'il ne faudrait pas plus encourager à trouver des alternatives, à développer d'autres technologies? Mais c'est justement ce que font les maires écologistes, là où nous sommes aux manettes. Vous savez, aujourd'hui, on a un groupe à l'Assemblée, au Parlement européen, au Sénat, des maires écologistes dans des villages, dans des villes, dans des grandes agglomérations, et qui mettent en œuvre la transition écologique. Je parlais de la régie publique de l'eau, le développement de l'offre de transport. Il y a une mesure qui me tient à cœur et que j'aimerais que ce gouvernement développe, c'est la rénovation thermique. C'est le chantier qui peut réconcilier le pouvoir d'achat et l'écologie. Qu'on rénove votre logement, zéro avance, zéro reste à charge. Ça crée de l'emploi, c'est bon pour le porte-monnaie. La Fédération française du bâtiment le demande, la Confédération des petites et moyennes entreprises le demande, la Fondation Abbé Pierre le demande, la CGT le demande, les écologistes le demandent. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Mettre des milliards sur la table pour être enfin indépendant du gaz russe, pour pouvoir vous permettre d'avoir un 13e mois, quoi. Vous payez moins de factures en hiver. Là, on sait que bon nombre de Français vont être très lourdement impactés par les mauvais choix faits par les gouvernements précédents. Enfin, on peut réparer, l'écologie peut réparer. C'est un plan d'adaptation massif, oui. Julien Bayou. Mais c'est aussi un choix et une opportunité pour le pays. Des questions très concrètes encore. Je vous parlais des piscines. Il y a la question aussi des réserves d'eau pour les agriculteurs. C'est des méga réserves d'eau, des sortes de bassines. Est-ce que ça, vous êtes contre? Oui, en fait, il ne s'agit pas d'être contre les petites réserves collinaires, là où en fait on récupère un petit peu de l'eau qui ruisselle, parce que ces méga-bassines, en fait, elles puisent dans les nappes phréatiques. C'est ça le non-dit. Elles puisent dans les nappes phréatiques. Par défaut, c'est-à-dire qu'elles accaparent puisqu'elles ne puisent. Non, il y a des pompes. Il y a des pompes. Et d'ailleurs, les actions de désobéissance civile ont consisté en allant démonter les pompes. Vous encouragez ces pratiques? Et oui, parce qu'elles démontrent qu'il y a des pompes. Vous encouragez la désobéissance civile? La désobéissance civile, pour les écologistes, c'est non violent. C'est en dernier recours. Et pour l'agriculteur qui a besoin de cette eau ou qui a compté sur cette eau, c'est violent quand même. Et c'est assumé devant les tribunaux. Et donc, s'il y a des procès, nous soutiendrons évidemment ces personnes qui assument leurs actes de manière désintéressée, non violente, je le redis. Parce que oui, il y a un sujet de conflit des usages. Vous parliez de la piscine, on parlait des golfs. Il y a des agriculteurs qui ont absolument nécessité d'arroser. Mais là, ce n'est pas des méga riches.
Eh ben, Les agriculteurs, c'est pas des méga riches. Malheureusement, vous savez que ce qui s'était passé à Sivins, c'était qu'on avait construit un barrage pour de la rétention d'eau, effectivement pour quelques agriculteurs, une poignée, et ça avait coûté des millions, et ça avait conduit à un drame, la mort de Rémi Fraisse. On est sur cette question du conflit des usages. Et donc, à ne rien faire, on se retrouve dans cette difficulté. Voilà pourquoi nous, les écologistes, nous proposons d'anticiper, de prévenir, de réparer, d'adapter, et ça se fait au long cours. Ça se fait au long cours et c'est ça. Avec toutes ces mesures que vous prenez au fur et à mesure. Julien Bayou, au fur et à mesure, vous dites et au long cours. Mais justement, est-ce que vous serez toujours patron d'Europe Écologie Les Verts à la fin de l'année? Alors, à la fin de l'année, nous avons un congrès, on fera 3 ans de mandat. Un mandat extrêmement dense, puisqu'on a eu les municipales, bon, évidemment la crise, la pandémie du siècle. Les départementales, les régionales, les législatives, la présidentielle, un mandat extrêmement dense. Et aujourd'hui, je suis député, co-président du groupe écologiste. Et donc, voilà, je céderai la main, je passerai la main à la prochaine équipe à la fin de l'année, avec un mandat extrêmement dense. Et à la fin de ce mandat... Moins de 5% au présidentiel, quand même. Ah oui, c'est pas un petit sujet parce que j'imagine que c'est quand même ça reste un caillou dans votre chaussure, quoi. Oui, on avait réussi, je crois, une primaire, on avait réussi à organiser le parti pour organiser les financements et on n'a pas su, et c'est un échec collectif, malgré le talent d'Yannick Jadot, on n'a pas su entrer en résonance avec les attentes des Françaises et des Français. On n'a pas su expliquer que cette affaire de rénovation thermique, c'était aussi un sujet de pouvoir d'achat, comme c'était un sujet d'indépendance à l'égard du gaz russe. Vous avez l'air assez soulagé à l'idée de quitter la présidence Europe Écologie Les Verts. C'est dense, un sujet comme ça. Et puis vous n'êtes pas un parti hyper calme. Oui, mais en fait, on s'en réjouit aussi. C'est un parti où chaque personne peut arriver et contribuer littéralement, concrètement. Les personnes qui s'intéressent sont les bienvenues à Grenoble aux journées d'été. Mais concrètement, on a doublé le nombre d'élus départementaux, régionaux. Les municipales, gros succès. Mais aujourd'hui, vous vous retrouvez quand même dans le grand ensemble de la NUPES. Quelle va être votre place là-dedans? Moi, j'aimerais bien quand même qu'on revienne un instant sur les propos d'Yannick Jadot qui dit nous n'avions pas la force de frappe nécessaire. Ça, c'est à propos de son échec. Il le dit dans le journal du dimanche ce week-end. Et il dénonce la super personnalisation de la NUPES, une référence à Jean-Luc Mélenchon, et il demande une liste autonome des écologistes aux européennes. Oui, on aura une liste aux européennes, écologistes, évidemment. Vous ne resterez pas dans la NUPES pour les prochaines élections? En fait, on est... C'était un fusil à un coup pour reprendre. C'est pas ça, pas du tout. On est fin août. Enfin, je veux dire, on a construit la NUPES et j'en suis un des papas, un fier papa, pour additionner les électorats. Et nous l'avons réussi. On a créé le plus grand groupe de l'histoire de l'écologie politique à l'Assemblée. Et on a 4 groupes, doubler le nombre de députés de gauche, et on peut organiser une opposition et peut-être même, j'espère, arracher des victoires sur le projet de loi énergie renouvelable, sur le projet de loi de finances. On va arracher des victoires parce que le gouvernement... Mais ça n'a pas forcément vocation à rester pour toujours. C'est un accord électoral. C'est une coalition, c'est pas une fusion. Voilà. Parce que si c'était une fusion, vous n'additionnez pas les électorats. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que vous dites, vous, de la super personnalisation de la NUPES? Je dis surtout, ne parlez pas des européennes, c'est dans 2 ans. Nos eurodéputés... Enfin, vous venez de le dire, il y aura une liste Europe Écologie Les Verts. Vous ne serez pas dans un vaste ensemble de la NUPES. On vient d'être élu à l'Assemblée. Les eurodéputés ont encore 2 ans de travail pour agir pour le climat, pour lutter contre les inégalités, pour renforcer la démocratie. Sur cette question, pardon, vous la balayez d'un revers de main, mais la question de la super personnalisation, pour reprendre le mot d'Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon, ou de la question de l'autorité au sein de la NUPES, elle est posée aussi par une députée LFI qui, hier, sur son blog, demandait, et il s'agit de la députée de la Seine-Saint-Denis, qui demande aujourd'hui à ce qu'on revoie les règles d'organisation de LFI. Elle dit qu'il faut une nouvelle étape organisationnelle. Il y a une forme gazeuse, les lieux de prise de décision sont flous, et elle parle de LFI comme d'un fer de lance de la NUPES, certes, mais qui doit se garder d'agir de façon hégémonique avec les partenaires de la NUPES. Les partenaires, c'est vous, hein? Oui, c'est un texte de Clémentine Autain. Clémentine Autain qui le dit. Effectivement. Eh bien oui, ça engage des débats au sein de la France Insoumise. Je pense que c'est... Vous êtes d'accord avec ce constat? Ça ne me regarde pas. Un petit peu quand même, parce que la façon hégémonique d'agir avec les partenaires de la NUPES, ça vous concerne. Non, mais je vous redis, c'est une coalition. Donc c'est pas une fusion. Donc nous, on a notre autonomie. D'ailleurs, chaque groupe politique à l'Assemblée est indépendant. Et je pense que c'est vraiment ça, la coalition. C'est-à-dire que c'est pas une fusion. Nous aurons d'ailleurs certainement des stratégies différentes au fur et à mesure des votes. Et la réussite de la NUPES, c'est habituer l'opinion publique
au fait que la NUPES, il y a les écologistes, les communistes, les socialistes, les insoumis, d'autres forces qui viennent parce qu'il y a une coalition, et que nous pouvons avoir une autonomie dans les décisions, dans les votes à l'Assemblée par exemple. Julien Bayou qui ne sera donc plus le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts à la fin de l'année. Merci d'être venu défendre toutes ces mesures de réaction au choc de conscience de l'été qui s'achève.